Ma fille de 10 ans, Bridget, est restée debout devant notre fenêtre pendant 3 heures dans sa robe en tulle rose, guettant des phares qui ne sont jamais venus. Ses petites mains pressées contre la vitre ont laissé des empreintes embuées que je n'avais toujours pas effacées 1 semaine plus tard. Quand mon ex-mari, Warren, a finalement envoyé un texto à 19h47 disant « J'emmène la fille de Stéphanie à la place, elle est plus marrante. » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas jeté mon téléphone contre le mur comme j'en avais envie. J'ai passé un seul coup de fil à mon beau-frère, Jérôme, le juge aux affaires familiales qui observait les manigances de Warren depuis la touche depuis 2 ans. 5 jours plus tard, l'avocat de Warren l'a appelé pendant une réunion d'affaires. Et selon sa secrétaire, il est devenu si pâle qu'elle a cru qu'il faisait une crise cardiaque. Mais laissez-moi revenir en arrière, car vous devez comprendre qui nous sommes tous dans ce pétrin. Je m'appelle Francine, j'ai 38 ans, et je gagne ma vie en tant qu'hygiéniste dentaire à la clinique Riverside Dental. Ce n'est pas glamour, mais ça paie les factures et nous permet, à Bridget et à moi, de vivre dans notre petit appartement de 2 chambres sur Maple Street. J'ai des cheveux bruns habituellement attachés en queue de cheval, des yeux fatigués que mon anti-cerne n'arrive plus tout à fait à cacher, et des mains qui sentent perpétuellement la menthe et les gants en latex. Je ne suis personne de spécial, juste une mère qui essaie de s'assurer que sa fille grandit en sachant qu'elle est aimée. Bridget est tout mon monde. Elle a les yeux verts de son père, mais heureusement, mon tempérament. Elle fabrique des bracelets d'amitié pour les enfants qui s'assoient seuls au déjeuner, économise son argent de poche pour acheter de la nourriture pour le chat errant derrière notre immeuble et croit encore que les gens sont fondamentalement bons. Même après tout ce que Warren lui a fait subir, elle s'illumine encore quand son nom apparaît sur mon téléphone. Elle est en CM1 à l'école primaire de Willowbrook, où elle n'a que des excellentes notes et ne manque jamais un jour, même quand elle est malade, parce qu'elle adore son enseignante, Madame Patterson. Warren a 42 ans, vend de l'immobilier commercial et conduit une BMW qu'il ne peut pas se permettre. Il a ce genre de charme qui fonctionne sur les clients et les serveuses, mais qui s'use quand on est marié avec. Des cheveux poivre et sel pour lesquels il paie trop cher la coiffure. Un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Et un talent pour vous faire sentir que tout est de votre faute. Nous avons été mariés pendant 8 ans, avant que je ne demande finalement le divorce. Il s'est battu pour tout, de la garde des enfants à la cafetière, puis il s'est retourné et a épousé Stéphanie 6 mois après la signature de nos papiers. Et puis il y a Jérôme, ma planche de salut dans cette histoire. Il est marié à ma sœur Gloria. Il est juge aux affaires familiales depuis 12 ans et a vu toutes les sales combines possibles et imaginables. Jérôme est le genre d'homme qui porte des bretelles sans ironie, garde des bonbons dans le tiroir de son bureau pour les enfants nerveux qui doivent témoigner et se souvient de tous les anniversaires de notre famille élargie. Il mesure 1,93 m, est bâti comme un secondeur, mais parle si doucement que les salles d'audience se taisent juste pour l'entendre. Il n'a jamais rencontré une brute qu'il ne pouvait pas maîtriser avec ses seuls mots. Ce que je n'oublierai jamais de cette nuit de février, ce ne sont pas seulement les larmes de Bridget ou la cruauté de Warren. C'était le bruit de l'espoir qui meurt. Vous connaissez ce bruit? Ce n'est pas dramatique comme dans les films. C'est silencieux. C'est une fillette de 10 ans qui retire lentement ses chaussures de fête et les pose soigneusement près de la porte parce qu'on lui a appris à prendre soin de ces belles choses. C'est le froufrou du tulle contre le mur du couloir alors qu'elle se dirige vers sa chambre sans dire bonsoir. C'est le doux clic d'une porte de chambre qui se ferme alors que vous vous attendiez à ce qu'elle claque. Je suis restée dans ce couloir pendant 20 minutes, après que Bridget soit allée se coucher, encore dans sa robe, croyant peut-être encore que son papa allait se présenter avec une explication grandiose. Mon téléphone pesait lourd dans ma main, avec le texto de Warren brillant sur l'écran. Elle est plus marrante. 3 mots qui disaient tout sur le genre de père qu'il était vraiment. Pas un « je suis désolé », pas un « quelque chose est arrivé », pas même un mensonge sur une panne de voiture ou une urgence de travail. Juste la vérité, brutale et négligente, qu'un autre enfant valait plus pour lui que sa propre fille. La robe rose m'avait coûté 2 semaines d'heures supplémentaires. Non pas parce qu'elle était de marque ou particulièrement luxueuse, mais parce que lorsque Bridget l'a vue chez Macy's, son visage s'est transformé en pure joie.
Elle avait des couches et des couches de tulle qui la faisaient ressembler à une ballerine, de minuscules perles cousues sur le corsage qui attrapaient la lumière quand elle tournait, et un ruban de satin qui se nouait en un nœud parfait dans le dos. Elle avait essayé 15 robes ce jour-là, mais quand elle a enfilé cette robe rose, elle a murmuré « C'est elle, maman, c'est celle que papa va adorer ». Cette nuit-là a tout changé, pas seulement pour Warren, bien qu'il ait certainement eu ce qu'il méritait. Elle a changé la façon dont Bridget voyait le monde, la façon dont je gérais la déception, et comment notre petite famille de 2 est devenue plus forte que n'importe quelle famille de 4 que nous avions jamais été. Mais plus important encore, elle m'a appris que parfois, la meilleure vengeance n'est pas la colère, les larmes ou les confrontations dramatiques. Parfois, c'est un coup de fil discret à la bonne personne qui attendait une preuve légale de ce qu'elle soupçonnait depuis le début. 2 ans s'étaient écoulés depuis la signature des papiers du divorce, et je nous avais construit une routine qui fonctionnait. Bridget et moi avions nos soirées pizza du vendredi, nos dessins animés du samedi matin avec des pancakes aux pépites de chocolat, et nos excursions du dimanche à la bibliothèque où elle empruntait 7 livres et les finissait tous avant le jeudi. Notre appartement n'était pas luxueux, mais il était à nous. Les murs étaient couverts des œuvres d'art de Bridget, de photos de nos aventures aux zoo et à la plage, et d'un graphique de croissance sur le cadre de la porte de la cuisine où je marquais sa taille le 1er de chaque mois. L'arrangement de garde était censé être simple. Warren avait Bridget un week-end sur 2, les vacances en alternance, et 2 semaines en été. En réalité, il se présentait quand cela l'arrangeait, ce qui signifiait peut-être 1 fois par mois si nous avions de la chance. Il avait annulé le matin de Noël parce que Stéphanie voulait aller skier à Aspen. Il avait manqué la fête d'anniversaire de Bridget parce qu'il avait un tournoi de golf avec un client. Chaque fois, je voyais le visage de ma fille se décomposer, puis je la regardais reconstruire son sourire et dire « Ce n'est pas grave, maman. Papa est très occupé avec son travail. » Mais cette fois, c'était différent. Le bal père-fille de l'école primaire de Willowbrook était légendaire. Il avait lieu chaque année en février dans le gymnase de l'école, que l'association des parents d'élèves transformait en ce qu'ils appelaient un « jardin d'amour ». Des banderoles roses et rouges, des guirlandes lumineuses, un photomaton avec des accessoires amusants, et un vrai DJ qui passait de tout, des chansons de Disney aux versions édulcorées des tubes pop. Pour les élèves de CM1, c'était en gros le Met Gala. Bridget a mentionné le bal pour la première fois en décembre. « Maman. Mélodie dit que son père s'entraîne déjà à danser. Tu penses que papa sait danser ?» En janvier, elle laissait des post-it partout dans l'appartement, se rappelant des choses à dire à Warren à propos du bal. Demander à papa s'il aime les corsages. Dire à papa que le thème est le jardin enchanté. Rappeler à papa que c'est le 10 février à 19h. Quand elle a finalement appelé Warren à la mi-janvier, je pliais du linge dans la pièce à côté. Je pouvais entendre l'espoir dans sa voix, la manière prudente dont elle présentait la chose, comme si elle avait peur qu'il dise non. « Papa, il y a ce bal spécial à mon école et c'est juste pour les pères et les filles. Toutes mes amies y vont avec leur père et je me demandais si peut-être tu pourrais m'y emmener. C'est un samedi, donc tu n'auras pas à manquer le travail ou quoi que ce soit. » Warren a dû dire oui immédiatement parce que Bridget a poussé un cri si fort que j'ai lâché la serviette que je pliais. Elle a couru dans la buanderie et m'a sauté au cou. « Il a dit oui, papa m'emmène au bal. Il a dit que nous serions le couple le mieux habillé. » C'est là que Warren m'a vraiment surprise. Il m'a envoyé $300 par Venmo avec le message. « Pour la robe de Bridge. Assure-toi qu'elle ait quelque chose de spécial. » C'était la première fois depuis des mois qu'il envoyait de l'argent sans que j'aie à le lui demander 2 fois. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, il commençait enfin à assumer son rôle. La séance de shopping pour la robe fut magique. Bridget et moi sommes allés dans 3 magasins différents, et elle était si sérieuse dans sa quête de la robe parfaite. Elle ne peut pas être trop longue parce que je pourrais trébucher. Elle ne peut pas être trop courte parce que ce n'est pas assez chic. Il faut qu'elle tournoie quand je pivote, mais sans remonter trop haut. Quand elle a trouvé la robe rose chez Macy's, elle a littéralement eu le souffle coupé. La vendeuse, une femme plus âgée nommée Dolores, a eu les larmes aux yeux en regardant Bridget tournoyer devant le miroir à 3 faces. « Tu ressembles à une princesse.
a dit Dolores, et Bridget a répondu « Je me sens comme une princesse. Mon papa va être si fier. » La semaine avant le bal, notre appartement est devenu le QG de la danse. Bridget a pratiqué sa révérence, sa présentation formelle. « Bonsoir, je suis Bridget Marie Coleman, et voici mon père, Warren James Coleman. » Et tous les pas de danse qu'elle avait appris grâce à des tutoriels sur YouTube. Elle a confectionné pour Warren une boutonnière avec des fleurs en soie et du ruban qu'elle avait acheté avec son propre argent de poche. Elle lui a écrit une carte qui disait « Merci d'être le meilleur papa et de m'emmener à mon premier vrai bal. Avec amour, ta princesse Bridget. » Le jeudi soir, 2 jours avant le bal, Warren a même appelé pour confirmer. « Samedi à 18h30, c'est bien ça, princesse ? Je serai là. J'ai fait repasser mon costume et tout. » Bridget a planifié toute leur soirée au téléphone avec lui. On prendra des photos près de la fontaine à l'école, et puis on pourra manger une glace chez Brewers après si tu veux. Et peut-être que tu pourras rencontrer ma maîtresse parce qu'elle sera là comme surveillante. Ça a l'air parfait, Bridge. Dis, tu aimes toujours les sundaes au caramel? Tu t'en souviens? Bien sûr que je m'en souviens. Je suis ton père. Ce vendredi soir-là, Bridget pouvait à peine dormir. Sa robe était suspendue à la porte de sa chambre, ses chaussures parfaitement alignées en dessous, et son sac à main de cérémonie rempli de gloss, de pastilles à la menthe et de mouchoirs, au cas où des larmes de joie arriveraient. Elle m'a fait promettre de lui boucler les cheveux en spirale et d'utiliser la laque pailletée que nous gardions pour les grandes occasions. « Maman, » a-t-elle dit alors que je l'abordais ce vendredi soir, « tu penses que papa va pleurer quand il me verra dans ma robe ?» J'ai lissé ses cheveux en arrière de son front et je l'ai embrassé pour lui souhaiter bonne nuit. Je pense qu'il va rester sans voix, mon bébé. Elle a souri et a fermé les yeux, rêvant probablement de danser avec son père sous des lumières scintillantes, pendant que ses amis la regardaient avec envie. Si j'avais su ce qui allait arriver moins de 24 heures plus tard, je l'aurais serré plus longtemps dans mes bras, je l'aurais préparé d'une manière ou d'une autre, je l'aurais protégé de la déception qui allait briser sa confiance d'une manière que j'essayais encore de réparer. Mais cette nuit-là, nous avions encore de l'espoir. Et parfois, l'espoir est la chose la plus cruelle de toutes. Le samedi matin est arrivé avec un soleil radieux qui semblait se moquer de ce qui allait suivre. Bridget s'est réveillée à 6 heures du matin, trop excitée pour dormir plus longtemps. Elle a préparé son propre petit déjeuner, en faisant attention de ne rien renverser qui pourrait tacher sa robe plus tard. « Maman, je mange des toasts au lieu de céréales parce que le lait pourrait éclabousser, » a-t-elle annoncé sérieusement, comme si elle se préparait pour une mission de la NASA. À midi, elle avait déjà pris sa douche et était assise en peignoir, se vernissant les ongles avec la teinte de rose la plus claire que j'autorisais. Son amie Mélodie a appelé 3 fois pour coordonner leur grande entrée. « On va entrer en même temps », m'a expliqué Bridget. Son père et mon père se connaissent depuis la fois où ils se sont rencontrés à la pièce de théâtre de l'école. Alors, on va tous s'asseoir ensemble. À 16 heures, le rituel de préparation a commencé pour de bon. J'ai installé mon salon de coiffure improvisé dans la salle de bain, avec le fer à friser, les épingles à cheveux et cette fameuse laque pailletée qu'elle gardait précieusement. Chaque boucle était méticuleusement formée et épinglée pour refroidir. Bridget était restée parfaitement immobile, ce qui était inhabituel pour une fille qui ne pouvait normalement pas s'arrêter de gigoter. La mère de Mélodie lui fait une tresse française. Mais moi, je veux les miens détachés et chic comme une star de cinéma, a-t-elle dit, en m'observant travailler dans le miroir. À 17h30, elle était entièrement habillée. La robe en tulle rose transformait ma petite fille en quelque chose sorti d'un conte de fées. Les perles sur le corsage captèrent la lumière de l'après-midi qui filtrait par la fenêtre de sa chambre. Ses babilles étaient épolies jusqu'à briller. Elle avait même insisté pour porter les minuscules boucles d'oreilles en perles que ma mère lui avait offertes pour sa première communion. « Mamie voudrait que je porte quelque chose d'elle ce soir », a-t-elle dit en les touchant doucement. À 18h, Bridget s'est positionnée à la fenêtre du salon. Elle avait une vue parfaite sur le parking de notre immeuble et la rue au-delà. « Je verrai la voiture de papa dès qu'il tournera », a-t-elle dit, son souffle embuant la vitre.
Sa boutonnière pour Warren était dans une boîte en plastique transparent sur la console de l'entrée, juste à côté de son sac à main et de la carte qu'elle lui avait faite. 18h15 est arrivé, puis passé. « Il fait probablement juste le plein », a raisonné Bridget. « Ou peut-être qu'il m'achète des fleurs. Le père de Mélodie lui a offert des roses l'année dernière pour son anniversaire. » À 18h30, j'ai envoyé un texto à Warren. Bridget est prête et attend. À tout de suite. La confirmation de lecture est apparue immédiatement, mais aucune réponse n'est venue. 18h35. Le bal commence à 19h, a dit Bridget, bien que je le sache déjà. Mais ce n'est pas grave si on est un tout petit peu en retard. L'important, c'est la danse père-fille à 20h30. 18h40. J'ai envoyé un autre texto. Warren, où es-tu? Bridget te guette. 18h45. Mon téléphone a sonné. Mon cœur a fait un bond. Mais c'était la mère de Mélodie, Patricia. Hein, vous êtes déjà là? Les filles voulaient prendre des photos ensemble près de l'arche de ballon. On a quelques minutes de retard, ai-je menti avec aplomb. Warren a été retenu, mais ils seront là bientôt. Bridget m'a regardée avec ses yeux verts, les yeux de son père, mais remplis d'une inquiétude qui n'appartient à aucun enfant. Est-ce que papa va bien? Je suis sûre qu'il va bien, ma chérie. Tu sais à quel point la circulation peut être mauvaise le samedi soir. 18h50. J'ai appelé Warren. Directement sur la messagerie. J'ai rappelé. Messagerie. 19h. Le bal avait officiellement commencé. Bridget n'avait pas bougé de la fenêtre. Ses épaules étaient tendues maintenant, l'excitation remplacée par quelque chose de plus difficile à regarder. Peut-être qu'il s'est trompé d'heure, dit-elle doucement. Peut-être qu'il pense que ça commence à 19h30. J'ai appelé le bureau de Warren. Pas de réponse. J'ai même ravalé ma fierté et appelé le portable de Stéphanie. Elle n'a pas décroché. 19h15. Mélodie a appelé Bridget directement. Je pouvais entendre sa voix excitée à travers le téléphone. « Bridget, où es-tu? Il passe toutes les bonnes chansons. Mon père et moi avons déjà pris 5 photos. Les biscuits sont en forme de cœur et ils ont un glaçage rose. » La voix de Bridget était stable, mais j'ai entendu la fissure en dessous. On arrive très bientôt. Papa a juste dû s'arrêter pour quelque chose de spécial. Après avoir raccroché, elle s'est tournée vers moi. Je lui ai menti, maman. C'est mal, n'est-ce pas? Parfois, on dit des choses pour protéger les sentiments des gens, mon bébé. C'est différent d'un méchant mensonge. 19h30. 45 minutes de retard. Bridget a finalement quitté la fenêtre pour s'asseoir sur le canapé. Le tulle de sa robe s'étalait autour d'elle comme un nuage rose. Elle tripotait l'une des perles sur le corsage. « Tu penses qu'il lui est arrivé quelque chose de grave ?» Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. Un texto de Warren. Enfin. Mes mains tremblaient en l'ouvrant, espérant une explication, des excuses, quelque chose que je pourrais transformer en espoir pour ma fille qui attendait. Je ne peux pas venir ce soir. Stéphanie a insisté pour que j'emmène Harper à la place. Tu sais comment les enfants de 8 ans sont plus amusants à ce genre d'événement. Bridget comprendra. Achète-lui une glace ou quelque chose comme ça. Je l'ai lu 3 fois. Chaque fois, les mots devenaient plus incroyables. Harper, la fille de Stéphanie de son premier mariage, une enfant qui avait un père parfaitement respectable, une enfant que Warren connaissait depuis moins d'1 an. Il l'avait choisie, elle, plutôt que sa propre fille, qui attendait dans une robe rose dans laquelle elle s'était entraînée à tournoyer pendant des semaines. « C'est papa ?» a demandé Bridget, l'espoir ravivé dans sa voix une dernière fois. J'ai regardé ma fille, assise là dans sa robe parfaite avec ses cheveux parfaitement bouclés et ses petites boucles d'oreilles en perles, tenant une boutonnière pour un homme qui venait de briser son cœur pour l'enfant de quelqu'un d'autre. J'avais 2 choix, mentir et lui trouver des excuses à nouveau, ou lui dire la vérité et regarder son monde s'effondrer. « Mon bébé ?» ai-je dit, m'asseyant à côté d'elle, la serrant contre moi. « Papa ne vient pas ce soir. » Son visage se décomposa au ralenti, chaque trait enregistrant la trahison séparément. D'abord la confusion, puis l'incrédulité,
puis une douleur si profonde qu'elle m'a coupé le souffle. « Mais il avait promis », a-t-elle murmuré. « Il avait promis, maman. On devait danser sur Butterfly Fly Away parce que c'est notre chanson. Il avait promis. » Elle n'a pas attendu d'explication. Elle s'est levée, sa robe froufroutant contre la table basse, et a marché jusqu'à sa chambre. Pas de course, pas de porte qui claque, juste la digne quiétude d'une petite fille qui avait vieilli de plusieurs années en quelques secondes. J'ai entendu sa porte se fermer doucement, puis est venu le son qui me hantera pour toujours. Ma petite fille sanglotant dans son oreiller, portant toujours la robe dont elle croyait qu'elle rendrait son papa fier. Je suis restée assise par terre devant la porte de la chambre de Bridget pendant 1 heure, à l'écouter pleurer. Chaque sanglot était comme un couteau qui se tordait dans ma poitrine. Mais je ne suis pas entrée. Parfois, les enfants ont besoin de faire leur deuil en privé, de ressentir leurs émotions sans qu'un parent essaie de réparer ce qui ne peut être réparé. Le couloir était sombre, à l'exception de la veilleuse que nous laissions branchée près de la salle de bain, projetant des ombres étranges qui correspondaient à mon humeur. À 20h47, ses pleurs ont finalement cessé. J'ai frappé doucement et j'ai ouvert la porte. Elle dormait sur ses couvertures, toujours dans la robe rose, qui était maintenant froissée et tachée de larmes. Son visage était bouffi. Ses cheveux soigneusement bouclés étaient emmêlés contre sa joue. Une de ses chaussures était tombée. L'autre pendait à son pied. J'ai retiré délicatement les 2 chaussures, je l'ai couverte avec la courte pointe de sa grand-mère, et j'ai embrassé son front. Elle n'a pas bougé. Je suis retournée dans le salon, et j'ai pris mon téléphone. Le message de Warren brillait toujours sur l'écran. Achète-lui une glace ou quelque chose comme ça. Comme si une glace pouvait réparer une promesse brisée. Comme si le sucre pouvait remplacer l'amour d'un père. Comme si quoi que ce soit pouvait compenser le fait de choisir un autre enfant plutôt que le sien. Mais il ne s'agissait pas seulement de ce soir. Il s'agissait de 2 ans de déception que j'avais permises en trouvant des excuses. Les matchs de football manqués où Bridget avait marqué son premier but. L'anniversaire oublié où j'avais dû imiter sa signature sur une carte. Le matin de Noël où il avait texté « Joyeux Noël », tout en postant des photos Instagram depuis Aspen avec Stéphanie et Harper. Chaque fois, j'avais arrangé les choses. Dit à Bridget que son papa l'aimait, que le travail était juste très prenant en ce moment. Je pensais la protéger. En réalité, je lui apprenais qu'elle ne valait pas la peine qu'on se déplace pour elle. J'ai fait défiler mes contacts et je me suis arrêtée sur le nom de Jérôme, mon beau-frère, le juge aux affaires familiales, le mari de Gloria depuis 15 ans, l'homme qui m'avait prise à part à Thanksgiving dernier et m'avait dit « Francine, si Warren continue ses bêtises, tu dois en garder une trace écrite. Le tribunal ne peut pas agir sur ce qu'il ne sait pas. » Je l'avais repoussé à l'époque, disant que tout allait bien, que Warren essayait, mais Jérôme m'avait lancé ce regard, celui que les juges perfectionnent après des années à voir à travers les mensonges. Ma porte est toujours ouverte, Francine, que ce soit pour des raisons légales ou autres. Il était maintenant 21h15. Tard pour appeler, mais pas trop tard. Jérôme a répondu à la 2e sonnerie. « Francine, tout va bien ?»« Non, » ai-je dit, et le mot est sorti plus fort que je ne l'attendais. « Non, Jérôme, rien ne va, et j'ai besoin de te dire quelque chose. » « Je t'écoute. » Je lui ai tout raconté. Pas seulement ce soir, mais le schéma que j'avais ignoré. Les chèques de pension alimentaire qui arrivaient en retard ou pas du tout, pendant que Warren postait des photos de son nouveau bateau. Les week-ends qu'il annulait à la dernière minute, toujours avec des excuses de travail, pour ensuite apparaître sur des photos de réseaux sociaux dans des restaurants avec Stéphanie. La fois, l'été dernier, où il avait laissé Bridget seule dans son appartement pendant 3 heures, pendant qu'il allait montrer une propriété, lui disant de n'ouvrir la porte à personne. Quel âge avait-elle quand il l'a laissée seule ? La voix de Jérôme avait changé, prenant ce ton professionnel que je lui avais entendu utiliser au tribunal. 9 ans. Elle m'a appelé en pleurant parce qu'elle avait peur. Mais elle m'a fait promettre de ne pas lui dire qu'elle me l'avait dit. Quoi d'autre, Francine ? J'ai ouvert mon application bancaire. Il a payé la totalité de la pension alimentaire exactement 3 fois en 2 ans. Toujours des paiements partiels, toujours en retard. Mais il l'a déclaré comme personne à charge sur ses impôts.
Je le sais parce que le fisc a rejeté ma déclaration. Tu ne t'es pas battu contre ça? Je ne pouvais pas me permettre un avocat. Et Warren a dit que si je faisais des histoires, il demanderait la garde exclusive juste pour m'embêter. Il a dit qu'il m'ensevelirait sous les frais de justice jusqu'à ce que j'abandonne. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, mais je pouvais l'entendre écrire. Et ce soir, il m'a texté qu'il emmenait sa belle-fille au bal père-fille au lieu de Bridget parce que, et je cite, « Elle est plus marrante. J'ai le message. Transfère-le-moi maintenant. » Je l'ai fait, puis j'ai demandé, « Jérôme, que peux-tu faire? Tu n'es même pas dans notre district. » « Non, mais le juge Garrett dans votre district est un vieil ami de la fac de droit. Nous jouons au golf ensemble. Plus important encore, je sais quel expert comptable judiciaire le tribunal utilise pour les examens financiers complexes. Warren a déposé des déclarations financières sous serment auprès du tribunal, prétendant être dans la misère tout en menant un grand train de vie. C'est un parjure. Francine, je ne veux pas qu'il aille en prison. Ça n'aidera pas Bridget. Non, mais de voir 2 ans de pension alimentaire correcte basée sur son revenu réel pourrait le réveiller. Et Francine, il y a autre chose. Les juges prennent maintenant au sérieux les schémas de négligence affective. Ce qu'il a fait ce soir, choisir un autre enfant plutôt que le sien et le mettre par écrit, c'est de la violence psychologique documentée. Ce texto est une preuve. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, de soulagement. Quelqu'un prenait enfin cela au sérieux. Que dois-je faire? Documente tout à partir de maintenant. Chaque visite manquée, chaque paiement en retard, chaque promesse non tenue. Fais des captures d'écran de ses réseaux sociaux, surtout tout ce qui montre des achats coûteux ou des voyages. Sauvegarde chaque texto. Pendant ce temps, je vais passer quelques appels lundi matin, tout à fait dans les règles, par les voies officielles. Warren est sur le point d'apprendre que le système judiciaire familial ne voit pas d'un bon œil les pères qui traitent leurs enfants comme une option. Jérôme, je ne veux pas que tu risques ta carrière pour nous. Il a ri. Francine, je ne risque rien. Je signale des préoccupations légitimes concernant le bien-être d'un enfant aux autorités compétentes. Ce n'est pas seulement autorisé, c'est encouragé. Le fait que Warren ait menti au tribunal sur ses finances, c'est juste un bonus qu'ils découvriront par eux-mêmes une fois qu'ils commenceront à chercher. Après avoir raccroché, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis 2 ans. Le pouvoir. Pas le genre de pouvoir laid que Warren exerçait avec ses menaces et son argent, mais le pouvoir propre et tranchant de défendre enfin ma fille. Je n'allais pas pleurer sur sa cruauté ou le supplier d'être un meilleur père. J'allais utiliser le système avec lequel il m'avait menacé pour m'assurer qu'il ferait face à des conséquences pour la première fois de sa vie de privilégié. J'ai regardé Bridget une dernière fois. Elle s'est retournée dans son sommeil et le clair de lune à travers sa fenêtre a illuminé son visage. Même dans le sommeil, il y avait une tristesse qui ne devrait pas exister chez une enfant de 10 ans. J'ai fait une promesse à sa forme endormie. C'est la dernière fois qu'il te brise le cœur sans conséquence, mon bébé. Maman a fini de jouer gentiment. Dimanche matin, j'ai commencé mon dossier de documentation. Au moment où Bridget s'est réveillée, j'avais imprimé 2 ans de relevés bancaires, 50 captures d'écran de l'Instagram de Warren et une chronologie de chaque visite manquée, le tout tapé. La guerre pour le bien-être émotionnel de ma fille avait officiellement commencé et j'étais enfin armée pour la bataille. Le lundi matin est arrivé avec un sentiment de détermination que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'ai déposé Bridget à l'école, la regardant franchir l'entrée les épaules voûtées, essayant d'être invisible. Les autres filles bavardaient encore sur le bal, comparant les photos sur leur téléphone, mais ma fille gardait les yeux sur ses chaussures. Mélodie a essayé de la réconforter. Que Dieu bénisse cette douce enfant, mais Bridget a juste haussé les épaules et a dit que son père était tombé malade. Un autre mensonge pour protéger Warren, même après ce qu'il avait fait. Au travail, je nettoyais des dents avec une précision mécanique, tandis que mon esprit passait en revue tout ce que Jérôme avait mis en branle. Il m'a texté à 7h du matin. « Les roues tournent. Garrett est très intéressé. Garde ton téléphone près de toi. » À l'heure du déjeuner, j'avais 3 appels manqués d'un numéro inconnu. Le message vocal provenait d'une experte comptable judiciaire nommée Deborah Winters. « Madame Coleman,
Le juge Garrett m'a demandé d'examiner certains documents financiers concernant votre ex-mari. Veuillez m'appeler dès que possible. Mardi, c'est là que les choses sont devenues intéressantes. Warren menait apparemment une double vie qui rendrait jaloux un scénariste de feuilleton. Tout en prétendant au tribunal qu'il gagnait 40 000 $ par an, il avait en fait conclu 3 transactions immobilières commerciales au cours des 6 derniers mois seulement, chacune lui rapportant des commissions de plus de 30 000 $. Son Instagram, qu'il avait oublié que je pouvais encore voir via le compte d'un ami commun, montrait une nouvelle Rolex, des week-ends à Miami et une adhésion à un country club qui coûtait plus cher que mon loyer annuel. Mais la vraie révélation est venue mercredi matin. Deborah Winters m'a appelé directement. Madame Coleman, en examinant les déclarations financières de votre ex-mari par rapport à ses véritables déclarations de revenus, nous avons découvert des divergences significatives. Il utilise une société écran pour dissimuler des revenus. Elle est enregistrée dans le Delaware sous le nom de WC Premium Properties LLC. Est-ce illégal? Dissimuler des actifs au tribunal des affaires familiales? Absolument. Mentir sur une déclaration financière sous serment, c'est un parjure. Le fisc va être très intéressé par la comptabilité créative de M. Coleman. Mercredi après-midi, alors que Warren était à sa réunion de vente hebdomadaire au Marriott du centre-ville, son château de cartes, soigneusement construit, a commencé à s'effondrer. D'abord, un agent du fisc nommé Timothy Chen a appelé son bureau pour demander 5 ans de dossiers financiers pour un audit. Sa secrétaire, Louise, m'a dit plus tard que Warren était devenu blême quand elle lui a transmis le message. Ensuite, le tribunal des affaires familiales a envoyé un avis d'audience d'urgence pour vendredi concernant une fausse déclaration substantielle des ressources financières et un nouveau calcul de la pension alimentaire. Mais l'univers n'en avait pas encore fini avec Warren. Son avocat, Richard Decker, avait reçu les documents du tribunal et mené sa propre enquête. Ce qu'il a trouvé l'a poussé à exiger une réunion immédiate avec son client. Jeudi matin, Warren est entré d'un pas arrogant dans le bureau de Decker, essayant toujours de jouer la victime. Selon l'assistante juridique de Decker, qui se trouvait être la meilleure amie de ma cousine, la conversation a été explosive. « Warren, tu m'as dit que tu étais fauché pendant le divorce, » a dit Decker, faisant glisser des papiers sur son bureau en acajou. « Tu as dit que tu pouvais à peine payer la pension alimentaire minimale. » Allons, tout le monde cache de l'argent pendant un divorce. Tout le monde ne commet pas de fraude fiscale pour le faire. Tu as déclaré Bridget comme personne à charge tout en ne payant presque aucune pension. Tu as déposé de fausses déclarations financières sous serment auprès du tribunal. Tu as 3 propriétés d'investissement que tu n'as jamais divulguées. Comprends-tu ce que tu as fait? Warren aurait apparemment ri. « Allons, Dick, tu es mon avocat. Règle ça. » Je ne peux pas régler un parjure qualifié de crime, Warren. Sur la base de ces chiffres réels, tu dois environ 47 000 $ d'arriérés de pension alimentaire, plus les intérêts. Le fisc veut 31 000 $ en impôts corrigés et pénalités. Et ce n'est que ce qu'ils ont trouvé jusqu'à présent. C'est à ce moment-là que Warren a finalement compris l'ampleur de sa situation. Louise a dit qu'il est sorti du bâtiment en titubant, comme s'il avait reçu un coup de poing. Il a essayé de m'appeler 17 fois cet après-midi-là. Je n'ai pas répondu une seule fois. Le jeudi soir a apporté le crescendo. Stéphanie m'a appelée, la voix tremblante. « Francine, je dois te demander quelque chose. Est-ce que Warren a caché de l'argent au tribunal ?» J'ai choisi mes mots avec soin. Le tribunal enquête sur ses finances. Pourquoi? Parce que je viens de trouver des relevés bancaires pour des comptes dont j'ignorais l'existence. 3 propriétés d'investissement, 2 à son seul nom, une au nom de cette société écran. Nous vivons en location. Nous reportons le projet d'avoir un bébé parce qu'il disait ne pas en avoir les moyens. Il m'a dit que tu le saignais à blanc, que la pension alimentaire nous tuait financièrement. Stéphanie, il a payé la totalité de la pension alimentaire exactement 3 fois en 2 ans. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis, ce salaud, il m'a fait me sentir coupable de vouloir acheter de nouveaux vêtements d'école à Harper. Il a dit que Bridget avait tout tandis que Harper devait se contenter de peu. Mon Dieu, Francine, je suis tellement désolée. Le bal, tout. Je ne savais pas.
Harper n'arrête pas de demander pourquoi M. Warren l'a emmenée à la place de Bridget. Elle a dit que Bridget pleurait à l'école lundi. Ta fille a plus d'intelligence émotionnelle que son beau-père. Pas pour longtemps. J'appelle mon avocat demain matin. Et Francine, j'ai des dossiers aussi. Des reçus, des relevés bancaires, même des enregistrements de lui se vantant de ses affaires. Je témoignerai si tu en as besoin. L'audience d'urgence du vendredi était prévue pour 14 heures. Warren s'est présenté dans son plus beau costume, essayant toujours de maintenir sa façade d'homme d'affaires prospère. Je portais ma blouse de travail, venue directement du cabinet. La différence était intentionnelle. Jérôme m'avait conseillé. Laisse la juge voir qui travaille vraiment pour gagner sa vie. La juge Garrett, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux gris acier et sans patience pour les mensonges, a examiné les preuves pendant exactement 15 minutes avant de parler. Monsieur Coleman, en 23 ans sur ce siège, j'ai rarement vu un mépris aussi flagrant pour l'autorité de ce tribunal. Vous avez commis un parjure, une fraude fiscale et un non-paiement volontaire de la pension alimentaire, tout en menant un style de vie luxueux. Vos arriérés sont calculés à 47 318 $, à payer immédiatement sous peine de poursuite pour outrage au tribunal. Votre pension à l'avenir est réévaluée à 3 000 $ par mois sur la base de votre revenu réel. Tout défaut de paiement entraînera une arrestation immédiate. La bouche de Warren s'ouvrit et se ferma comme un poisson cherchant de l'air, mais la juge Garrett n'avait pas terminé. De plus, je transmets ce dossier au procureur de la République pour d'éventuelles poursuites pénales pour parjure. Et Monsieur Coleman, j'ai le message texte que vous avez envoyé concernant le bal père-fille. Choisir un autre enfant plutôt que le sien, puis mettre cette cruauté par écrit, cela en dit plus sur votre caractère que n'importe quel document financier. J'ordonne des visites supervisées uniquement, en attendant une évaluation psychologique complète. Le marteau est tombé avec une finalité qui a résonné dans la salle d'audience. Warren Coleman, l'homme qui avait traité la paternité comme un passe-temps optionnel, faisait enfin face à des conséquences dont il ne pouvait pas se sortir par le charme. Les retombées immédiates de cette audience du vendredi ont été rapides et sans pitié. Le château de cartes de Warren ne s'est pas seulement effondré, il a explosé. En une semaine, le fisc avait gelé 2 de ses comptes en attendant leur enquête. Son plus gros client, Robert Hutchinson, un homme père de 4 filles, a annulé un contrat immobilier de 3 millions de $ après avoir entendu parler de l'incident du bal père-fille par sa femme, qui se trouvait être dans le comité de l'association des parents d'élèves de Willowbrook avec moi. Les nouvelles vont vite dans notre ville, surtout quand elles concernent un homme qui a choisi sa belle-fille plutôt que sa propre enfant biologique. Stéphanie a demandé le divorce le lundi suivant. Elle m'a appelé ce soir-là, en pleurant et en s'excusant. J'ai fait les valises d'Harper et nous allons rester chez ma mère. Harper n'arrête pas de demander si Bridget va bien. Elle lui a fait une carte qui dit « Je suis désolée que ton papa ait été méchant ». Une enfant de 7 ans comprend ce que Warren ne comprend pas. Les épouses du country club qui invitaient autrefois Warren à tous les galas de charité et événements de réseautage ont soudainement trouvé leur liste d'invités pleine. Margaret Whitley, la reine de la société mondaine, l'a clairement fait savoir lors de la réunion suivante de l'association des parents d'élèves. Un homme qui abandonne sa fille pour l'enfant d'une autre n'est pas le bienvenu aux événements familiaux. Warren est passé de Golden Boy à paria en moins de 2 semaines. Mais la vraie justice est venue dans des moments plus petits et plus personnels. Warren a commencé à envoyer des cadeaux coûteux à l'appartement, essayant de racheter sa place dans les bonnes grâces de Bridget. Un iPad, un sac à dos de marque, des billets pour Disney World, même une offre de virée shopping de 20 000 $. Chaque fois, Bridget regardait le cadeau, puis moi, puis prenait sa décision. « Renvoyons-le, maman », disait-elle à chaque fois. « Je ne veux pas de choses, je le voulais lui. » 3 mois après le bal, Warren s'est présenté à notre appartement sans prévenir un samedi matin. Sa demande de visite supervisée était toujours en attente. Il se tenait sur notre seuil, les larmes aux yeux. Qu'elles soient réelles ou calculées, je ne saurais le dire. « S'il te plaît, Francine, laisse-moi lui parler. J'ai besoin d'expliquer. » « Expliquer quoi, Warren ? Comment l'enfant d'une inconnue était plus amusante que ta propre fille ? J'ai fait une erreur. Stéphanie me mettait la pression et je ne réfléchissais pas clairement. Bridget est apparue derrière moi en pyjama, tenant le livre qu'elle lisait.
Elle a regardé son père avec des yeux qui avaient vieilli de plusieurs années en quelques mois. « Tu n'as pas fait une erreur, papa. Tu as fait un choix. Les erreurs sont des accidents. Tu as choisi Harper. » Warren a essayé de tendre la main vers elle, mais elle a reculé. « Bridge, princesse, s'il te plaît. Je suis ton père. »« Non !» a-t-elle dit avec un sang-froid qui nous a stupéfiés tous les deux. Un père est présent. Un père tient ses promesses. Un père n'échange pas sa fille contre quelqu'un de plus amusant. Tu n'es plus que l'homme qui envoie des chèques maintenant. Et tu sais quoi ? C'est mieux que l'homme qui envoyait des mensonges. Elle s'est retournée et est retournée dans sa chambre, sans claquer la porte, la fermant juste tranquillement. Cette dignité chez une enfant de 10 ans a dévasté Warren plus que n'importe quel jugement de tribunal n'aurait pu le faire. Il est resté là, sur notre seuil. Cet homme qui avait autrefois charmé tout le monde qu'il rencontrait, maintenant incapable de charmer la seule personne dont l'amour aurait dû être inconditionnel. Quand est-elle devenue si froide ? Elle n'est pas froide, Warren. Elle est protégée. Il y a une différence. 6 mois plus tard, Warren avait payé la totalité de ses arriérés de pension, principalement parce que l'alternative était la prison. Son entreprise immobilière a subi un coup dur lorsque la rumeur sur son caractère